Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus. Donc, comme vous avez pu l'entendre, la conférence vient d'être annoncée, donc peut-être que quelques nouvelles personnes nous rejoindront. Donc, nous avons, au niveau de COP de France, décidé d'organiser au sein d'FDD Expo une conférence sur le thème de la RSE dans les coopératives agroalimentaires, avec la question suivante: est-ce que cette RSE est-elle créatrice de valeur économique et sociétale? Donc pour parler de ce sujet, nous avons 4 intervenants que je vais laisser se présenter par eux-mêmes. Je pense qu'ils le feront très bien. Assez rapidement, je vais vous demander de vous présenter et suite à quoi on pourra rentrer dans le vif du sujet. Voilà, donc je vous passe la parole. Bertrand Zwiderski. Donc, bonjour à tous, Bertrand Zwiderski, moi je suis en charge de la RSE pour le groupe Carrefour. Et mon métier, c'est donc d'impulser une démarche que je vais vous expliquer, qui vise à lutter contre le gaspillage et protéger la biodiversité. Merci. Bonjour, donc moi je suis Joy Thorne, je ne suis pas Pascal Ballet, je le remplace. Donc moi je suis en charge de la RSE pour le groupe coopératif Terrena. Donc c'est un groupe agricole et agroalimentaire. On agit du champ jusqu'à l'assiette. Et donc on appartient à nos adhérents agriculteurs et notre finalité c'est de valoriser les productions de nos adhérents agriculteurs. On est une coopérative diversifiée puisqu'on agit à la fois sur les productions animales et sur les productions végétales. Bonjour, Thierry Touchet, le directeur de la fondation Good Planet, fondation reconnue d'utilité publique, fondée et présidée par Yann Arthus Bertrand. Ma présence ici est essentiellement liée à deux de nos activités. Une activité qui est l'accompagnement des entreprises en RSE, avec des grands noms et des petits noms. Et puis un programme que nous avons lancé pour la COP 21 l'année dernière, mais qui perdure, car c'est un programme pérenne et un sujet dans la durée. C'est comment concilier plaisir, santé et climat avec l'alimentation dans un programme qui s'appelle « La solution est dans l'assiette ». Bonjour à tous. Donc je suis Lionel Collin, je représente le groupe Aqualand. Je suis directeur QHSE et correspondant responsabilité sociétale également sur l'ensemble de notre filière. Nous sommes éleveurs et transformateurs de poissons, de truites essentiellement. Nous sommes basés au sud de Bordeaux, à Roquefort, dans les Landes. Et nous représentons environ 650 salariés. Merci à tous. Donc pour commencer, je vais vous dire quelques mots sur la stratégie RSE de COP de France, ou du moins la vision qu'on a au niveau de COP de France de ce sujet. Donc COP de France, en deux mots, c'est plus de 2700 coopératives implantées sur tout le territoire national, toutes les filières. C'est 165 000 salariés, 40% du secteur agroalimentaire français. Si on regarde du côté des produits, et si on regarde plus en amont, c'est 3 agriculteurs sur 4 qui adhèrent à au moins une coopérative. Alors pour nous, la RSE, il y a bien sûr la RSE, je dirais, réglementée, mais qui nous touche qu'à la marge, car sans rentrer dans le détail, vous savez que certaines entreprises, en fonction de la taille, sont concernées par l'obligation de reporting RSE, mais nous, on regarde ça d'une manière beaucoup plus globale, parce que 99% de nos adhérents, enfin plus de 95% sont des TPE, PME, et peuvent être quand même concernés par la RSE en tant que démarche, je dirais, volontaire et d'engagement de progrès. Donc c'est cette RSE-là qu'on regarde avant tout, surtout que c'est une RSE qui a une certaine résonance avec le modèle coopératif. On pourra en parler longuement, mais c'est vrai que lorsqu'on parle de gouvernance, il y a une gouvernance démocratique dans les coopératives qui est singulière, donc on a des choses à dire sur ce sujet. En termes d'ancrage territorial, développement local également, c'est aussi cet ancrage qui définit la coopérative dans une circonscription territoriale délimitée. On pourrait balayer comme ça tous les champs de la RSE, l'environnement aussi, avec un accompagnement collectif, et je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur tous ces sujets. Donc tout ça pour dire qu'à COP de France, on a souhaité développer une stratégie ambitieuse d'accompagnement à la RSE et puis de valorisation aussi de ce qui était fait par les coopératives. Ça passe par des outils. Le premier d'entre eux, ça a été la traduction. On a été le premier secteur à traduire la norme ISO 26000 à son domaine d'activité, l'agroalimentaire, ce qui a été fait fin 2012, donc qui permettent d'avoir un discours commun, des éléments de langage commun.
et puis par des outils qui seront aussi certainement développés par certains intervenants, comme le 3D, Destination Développement Durable, qui est un outil d'accompagnement de diagnostic dans les entreprises jusqu'à l'émission de plans de progrès, voire l'évaluation externe des pratiques RSE. Voilà, tout ça accompagné d'accompagnement sur le reporting et autres sujets. Donc pour nous, le sujet de la RSE, vous l'avez compris, est essentiel. Pour en parler, moi je voudrais d'abord peut-être avoir le point de vue d'un client, parce que la RSE, c'est d'abord aussi pouvoir répondre à une attente d'un client. Donc laisser la parole à Bertrand Swiderski pour nous parler de la démarche RSE du groupe Carrefour, et peut-être plus particulièrement au sein de cette démarche RSE, quelles sont les attentes que vous avez vis-à-vis de vos fournisseurs, et notamment bien sûr les coopératives. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de RSE, mais chez nous, dans le groupe Carrefour, d'abord on n'appelle pas ça RSE parce que ce serait que c'est pas très communicant comme mot. Hein, et on appelle ça, nous, notre stratégie s'appelle bien faire notre métier. Donc on demande à chacun dans son métier d'essayer de bien faire, d'entretenir des relations, etc. Donc ça, j'essaierai de vous expliquer. Et je pense que ce qui est important aujourd'hui, vu le sujet, c'est de se dire que la RSE, c'est voir loin quand même. Il y a la notion du marketing, c'est aujourd'hui, ce qui est l'attente d'aujourd'hui. Et la RSE, c'est justement d'entendre les bruits faibles et d'identifier ce que sera le monde de demain. Et si je parle, par exemple, d'agroécologie, c'est un thème qui est très fort entre les coopératives et Carrefour, c'est que, vous voyez, par exemple, si on doit écouter les bruits faibles, ou là c'est même un bruit assez fort, parce que vous savez que le bio, on a démarré nous en 92 avec la boule bio, et aujourd'hui, cette année, on a fait plus 13% en France et plus 22% de nos ventes en produits biologiques. Ça parce qu'il y a un appétit du consommateur. Il y a un réel appétit du consommateur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des bruits forts. Et après, il faut aussi écouter les bruits faibles, les pesticides, les produits de traitement, etc. Et justement, sur ce sujet-là, il nous faut innover. Donc si j'avais une définition à donner de la RSE pour chez nous, c'est voir loin, donc s'affranchir de l'immédiat, voir loin, essayer de bien faire et en même temps d'innover. Et pour innover, c'est vraiment incontournable chez nous en tout cas, il faut le faire avec les autres. Donc l'innover, c'est travailler ensemble. Le défi doit être collectif, absolument collectif. Et donc la relation avec COP de France, mais la relation avec Terrena ou avec Aqualand, c'est de se dire si on doit être ensemble, si on doit voir à 5 ans sans pesticides, sans produits de traitement, sans antibiotiques, etc., si on prend les 10 définitions de l'agroécologie, que fait-on ensemble? Et l'innovation chez Carrefour, elle ne vient pas toujours de Carrefour, voire même elle ne vient pas de Carrefour, elle vient de ses partenaires. Et je pense que la relation avec les coopératives, c'est ça, c'est d'être mutuellement bénéfique et de trouver le bon bénéfice que le client va comprendre. Vous voyez, ce matin, on faisait une réunion avec nos fournisseurs de produits de fruits et légumes. Et on a un claim sur un produit qui s'appelle pomme de terre sans traitement après récolte. Donc c'est un outil de l'agroécologie, hein, c'est plutôt bien, c'est un bon bénéfice. Mais on avait 2-3 clients qui étaient avec nous, ils nous ont dit, mais vous savez ce que nous on entend? Quand vous mettez sans traitement après récolte, on entend avec traitement avant récolte. Et on entend que vous essayez de nous dire ça parce que vous nous cachez un tas de trucs. Sérieusement, nous, on n'y a pas pensé. On pensait que c'était plutôt positif de mettre sans traitement après récolte. D'ailleurs, c'est une contrainte tellement forte chez nous que nos pommes de terre sans traitement après récolte, elles germent en magasin. Un produit germé ne se vend pas. Donc, et en fait, ce message positif qu'on avait essayé de déployer, et bien ce message positif, vous voyez, le client ne l'a pas compris. Donc le gros challenge que l'on a à faire ensemble, c'est d'expliquer des choses sympas, des choses autres, pas des sans. Vous savez, on a le sans OGM, on a le sans antibiotiques, nous le poulet sans antibiotiques, on a le saumon sans antibiotiques, on a le sans traitement après récolte. D'essayer de se dire comment on fait pour expliquer autre chose, prendre plus de fun, être plus sympa et faire de la RSE un outil sympa hein, qui donne envie aux clients de préférer les produits chez nous. Merci. Alors justement, du côté des coopératives, la parole à Joy Thorns. Vous êtes une coopérative polyvalente, positionnée sur des métiers à la fois amont, aval. Voilà. Est-ce que c'est facile de mettre en place une démarche RSE avec des métiers aussi variés? Quelles sont les pratiques que vous avez mises en œuvre? Comment vous vivez la RSE chez vous? Alors,
Nous, la démarche RSE, en fait, c'est finalement assez récent qu'on la nomme comme ça et qu'on en parle comme ça au sein du groupe Terrena. Donc nous, on est une coopérative basée dans le Grand Ouest. En gros, on a à peu près 4000 adhérents, agriculteurs, toutes productions confondues, à qui appartient la coopérative. Et en fait, autour des années 2008, il y a une vraie question qui s'est posée au sein de la coopérative et finalement, nos producteurs nous ont dit on a conscience en fait de toutes les attentes sociétales autour du métier d'agriculteur, d'éleveur, sur les OGM, sur les antibiotiques, sur les pesticides. Mais finalement, nous, de manière isolée, on n'a pas forcément d'éléments de réponse. Et tester des choses, c'est prendre des risques. Et aujourd'hui, tout seul, on n'a pas les moyens de prendre de risques. Donc vous, coopérative, vous êtes notre organisation à notre service. Donc mettez en place les bons outils pour nous aider à nous améliorer sur l'ensemble de ces leviers et de ces attentes sociétales. Et donc en 2008, la coopérative s'est organisée. On a mis en place en fait un service de recherche et développement autour de l'agriculture écologiquement intensive. Et c'est ça en fait le fondement de la RSE au sein de Terrena. C'est en gros se poser la question de c'est quoi l'agriculture de demain pour répondre à la fois au contexte de demande alimentaire mondiale croissante, à la fois sur le contexte des tensions en termes de ressources naturelles, mais aussi en prenant en compte les attentes du consommateur et son pouvoir d'achat. Et donc toute cette réflexion qu'on a menée autour de l'agriculture écologiquement intensive, donc on a 8 domaines de recherche en passant par les bâtiments d'élevage, la biodiversité, la protection des plantes, voilà, le bien-être animal. Eh bien ça a été de traduire en fait l'ensemble de ces recherches dans des filières. Et donc la coopérative s'est renommée en fait en 2012 et maintenant s'appelle Terrena la nouvelle agriculture. Et la mission et la façon dont nous on veut faire de la RSE, c'est d'apporter jusqu'au consommateur des produits différents avec plus de valeur ajoutée en fait pour le producteur et plus de valeur ajoutée pour le consommateur en intégrant voilà, les attentes sur les sujets dont vous parliez qui sont majeurs pour le consommateur, voilà, les antibiotiques, les pesticides, etc. Après, on a 18 enjeux, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y en a une partie qui concerne directement les produits, d'autres c'est plus interne à l'entreprise, mais c'est aussi des aspects importants parce que la RSE, c'est aussi être à l'écoute des attentes de la société externe, mais aussi la société interne. Donc on a des enjeux aussi vis-à-vis de nos collaborateurs, etc. Donc c'est quand même des choses aussi importantes, même si on ne la porte pas jusqu'aux produits en magasin. Justement, RSE, on parlait tout à l'heure de Carrefour, pour qui RSE c'est synonyme aussi d'innovation. Ouais. Enfin, chez vous, l'innovation à Terrena, elle est liée à la RSE, enfin, j'imagine. Oui, en fait, pour nous, la RSE, c'est une façon d'être à l'écoute des attentes de la société. Et c'est pas, comme on peut souvent le percevoir dans le monde agricole, les critiques qu'on entend sur le modèle agricole d'aujourd'hui, sur les pratiques agricoles, et ben nous, on essaye de les entendre, les accepter, de se dire comment on peut améliorer les choses, à quelle vitesse, combien ça peut coûter, comment on peut le mettre en œuvre dans le temps en emportant l'ensemble de nos adhérents, parce qu'en fait, on a une diversité d'adhérents avec une diversité de maîtrise technique, et tout le monde ne peut pas faire du jour au lendemain du sans antibiotiques. Donc ça, c'est aussi le rôle de la coopérative, d'amener l'ensemble en fait des producteurs vers de meilleures pratiques. Donc c'est vraiment être à l'écoute de ces attentes et de les transformer, de ne pas les prendre comme une critique, mais vraiment de les intégrer comme des vrais leviers d'innovation. Et donc nos champs de recherche, ils sont vraiment drivés par ces attentes consommateurs et ces attentes sociétales. Merci. Aqualand, votre démarche RSE, donc vous, profil plus PME, spécialisé, coopérative spécialisée dans l'aquaculture. Quels engagements vous avez pris? Quel a été le cheminement de votre démarche? Alors le cheminement, il a été long. Je dirais que la RSE, on en a fait pendant longtemps sans le savoir. Je dirais que dès la création de l'entreprise, c'était un projet RSE, en effet, il y a 35 ans. Fin des années 70, début des années 80, c'était la fin de la filière forêt, papier au niveau des Landes. Et donc l'entreprise, en fait, c'est une poignée de pisciculteurs qui se sont réunis à ce moment-là pour essayer de redonner un sens à leur territoire, qui était la Haute-Lande, territoire de pins. Alors la carte postale est peut-être jolie vue d'ici, mais enfin, quand vous êtes perdu au milieu des pins, comme on peut dire, à 1 heure au sud de Bordeaux, et qu'est-ce que vous essayez de faire? De valoriser le patrimoine qui existait de qualité d'eau du massif aquitain. L'Aquitaine, j'allais dire en romain, c'est le pays de l'eau. Donc
valoriser la ressource locale, s'associer ensemble à plusieurs pour pouvoir développer une nouvelle filière qui n'existait pas à l'époque, et puis la structurer petit à petit pour pouvoir continuer à la développer, innover sur des produits qui, là aussi, n'existaient pas à l'époque. Notre produit phare aujourd'hui, c'est la truite fumée. La truite fumée, elle n'existait pas il y a 20 ans. Les premières ont été sorties au début des années 90. Donc on voit bien qu'en effet, il s'agissait de voir loin, il s'agissait d'innover. Et donc, voilà, les choses se sont mises en place comme ça, petit à petit. La démarche de la coopérative a continué à se structurer autour de démarches de qualité. Donc, on a parlé également du bio, on a parlé de référentiel. Donc, on a vu un travail au début des années 2000 sur l'agri-confiance, donc un référentiel qui était porté par COP de France. Et qui est toujours porté par COP de France. Qui est toujours porté par COP de France, qui continue à se développer. Et donc, ensuite, je dirais le point capital pour notre activité, c'est de bien sûr également maîtriser la partie environnementale. L'enjeu sur l'eau, il est majeur pour nous. Et puis, bien sûr, la partie alimentation de nos poissons. Mais qu'est-ce qu'on peut bien leur donner à manger? Donc, on pourra en reparler. Mais tous ces sujets-là, voilà, sont au cœur de notre activité, sont des enjeux majeurs pour nous. Donc, de notre responsabilité, on ne peut que, s'en préoccuper, avoir un œil sur ce qui se fait ailleurs et comprendre comment on peut faire toujours mieux, innover. Donc, aujourd'hui encore, l'entreprise continue à se développer. On en est à la 2e génération de pisciculteurs. Donc, les enfants ont repris, pour la plupart, les élevages des parents. Et essayent encore de continuer à se développer. Alors, c'est ce que j'expliquais avant d'arriver. C'est très compliqué aujourd'hui, voire impossible, de créer une pisciculture en France. Ça fait 20 ans, on a créé la dernière pisciculture en 1994 dans les Hautes-Pyrénées. Depuis, il n'en a plus été créé une seule en France. Donc, on essaye maintenant de continuer à développer quand même un produit qui est la truite, et de le faire sur de nouveaux modes de production, en comment utiliser moins d'eau, comment traiter les rejets des poissons, comment assurer une responsabilité vis-à-vis de notre environnement, de la société de manière générale, en continuant à développer des emplois en France, à côté de chez nous. Et quelle méthodologie, vous avez peut-être 2 mots, vous avez utilisé pour faire tout ça? Est-ce que c'est... comment vous avez structuré votre démarche? La méthodologie, c'est le bon sens paysan, je dirais, pour faire simple, parce que, ma foi, on travaille avec les outils qui sont à notre disposition. Alors après, bien sûr, on s'est appuyé sur les savoir-faire extérieurs de partenaires, en essayant d'écouter les messages qui nous étaient renvoyés, que ce soit par le consommateur, que ce soit par les administrations, que ce soit par des partenaires de recherche, d'innovation, et de comprendre comment on peut faire. Voilà, qu'est-ce qui existe, comment on peut améliorer. Pourquoi on a finalement diminué la part de poissons dans l'alimentation qu'on donne à nos poissons? C'est bien parce qu'il y a une pression et un enjeu majeur sur les océans et les ressources halieutiques. Donc, on est parti dans cette voie et progressivement, on arrive aujourd'hui à un aliment respectueux avec des indices de conversion, donc de rendement cohérents et sans, entamer dans des ressources de poissons. Voilà, c'est en essayant d'être à l'écoute du monde qui nous entoure qu'on essaye petit à petit d'apporter des réponses innovantes. Merci. Thierry Touchet, donc quand on parle de RSE, on parle de partie prenante. On a vu le point de vue d'une partie prenante économique, Carrefour. Vous, en tant qu'ONG environnementale, quel regard vous portez sur la RSE et peut-être plus particulièrement en matière d'alimentation durable, responsable? La RSE, c'est 3 piliers, dont l'environnement, mais il ne faut jamais oublier l'économie, bien sûr, et le sociétal. Donc, on est entré dans cette partie de l'activité
par le biais de l'environnement, mais la majorité, sinon la totalité des projets que fait la Fondation Good Planet ont toujours un aspect humaniste ou solidaire envers les populations. Donc cela étant dit, nous travaillons en RSE dans le domaine de l'agroalimentaire particulièrement. On a d'autres domaines d'activité, mais dans le domaine de l'agroalimentaire, essentiellement avec une enseigne de grande distribution qui est le groupe Casino et que nous avons accompagné, que nous accompagnons depuis plusieurs années on a commencé par le domaine de la filière pêche, justement, avec l'information interne, parce que la RSE concerne l'ensemble des acteurs et l'ensemble des parties prenantes des filières. Donc on a commencé en interne avec les poissonniers à leur étal, bien sûr, les acheteurs, mais aussi, bien sûr, envers le consommateur. Et donc, il est important dans cette démarche de voir la réalité des filières, de pousser le changement, même si parfois ça change un peu plus lentement que nous le souhaiterions, mais on accepte certaines contraintes, ce qui n'empêche de pousser toujours. Et on se tourne aussi vers le consommateur, puisque à la base, la fondation est une fondation tournée vers le grand public, pour la sensibilisation du grand public. Et donc, comme Bertrand le disait, la RSE, c'est écouter les bruits faibles, et nous essayons d'écouter ces bruits faibles qui viennent du grand public et de les amplifier. Et pour ça, dans le cadre des programmes comme la solution dans l'assiette, on a fait des enquêtes de consommateurs, on a fait une conférence de citoyens sur l'alimentation. Donc la conférence de citoyens étant un exercice participatif avec des citoyens lambda qui sont informés par des spécialistes. Et ensuite, ce collectif de citoyens propose des pistes de travail ou des attentes de leur part pour mieux s'alimenter, mieux consommer. Et ce qui est... Justement, entre l'attente des spécialistes et des citoyens, il y a un écart, j'imagine? Oui, non, on sent, mais vous l'avez dit aussi, on sent qu'il y a de la part des consommateurs une très forte attente sur, non pas seulement la qualité du produit, ça c'est évident, ça a toujours été, mais sur la compréhension et la connaissance du produit. Savoir d'où vient le produit, comment il a été fabriqué, et ça remonte même, et là on retrouve la RSE dans la partie sociétale, où le consommateur s'inquiète que le producteur puisse vivre de son travail. Et c'est donc, ça va loin. Hein, et ces consommateurs disent, finalement, c'est nous, les consommateurs, le résumé de tout leur travail, c'est-à-dire, nous, les consommateurs, nous avons le pouvoir de faire changer les choses. Et donc, on part de la partie demande plus que de la partie offre. Et c'est notre rôle de travailler avec l'ensemble de la filière. Donc, on s'est tourné vers les consommateurs. On sait ce qu'ils attendent. Maintenant, on fait des groupes de travail dans lesquels, enfin, on les met en place sur 2 ou 3 sujets, parce qu'on ne peut pas tout faire en tant qu'on travaille à notre échelle. Et donc, on met des groupes de travail en place dans lesquels on va impliquer plusieurs acteurs de la filière pour sortir, d'un point de vue pratique, des axes de mise en place, non pas seulement de la réflexion, mais de mise en place d'actions pilote avec des partenaires, soit de la production, soit de la transformation, soit de la distribution. Et ça inclut aussi, il ne faut pas oublier, dans toute cette chaîne, la partie de la restauration, et principalement la restauration collective, qui a aussi un rôle éminemment important dans la production, et qui retrouve la RSE aussi, puisque c'est le produit et le consommateur, vu les 8 milliards de repas servis par an. D'accord, donc les enjeux que vous avez fait ressortir, vous avez donc la restauration. Les enjeux, c'est l'étiquetage. Enfin, je vais simplifier en disant l'étiquetage. L'information consommateur. C'est l'information du consommateur qui passe par l'étiquette, bien que les étiquettes aient déjà beaucoup d'informations. Donc là, c'est un peu un challenge. Mais c'est aussi le contact avec l'intermédiaire, c'est-à-dire même dans la grande distribution, il dit ça serait bien que dans un hypermarché, on puisse retrouver un peu le principe du marché où j'ai mon vendeur qui va m'expliquer comment ces fruits, ces légumes ou cette viande ou ce poisson ont été produits. Et donc c'est curieux, l'hypermarché ou le supermarché enfin, est un point incontournable puisque c'est une grande majorité des Français qui s'y approvisionnent parce que c'est un point unique et on retrouve cela
parfois dans les magasins de producteurs qui se regroupent en un seul endroit. Mais là, c'est le producteur qui vend différemment. Et donc, il y a cette demande envers la grande distribution de travailler à avoir un contact plus proche avec le consommateur et faire ce lien entre le producteur et le consommateur au niveau du point de vente. C'est un des sujets sur lesquels on va travailler pour essayer de trouver quelque chose de faisable et de cohérent. D'accord. Joy Thorn, peut-être, est-ce que les enjeux sociétaux qui ont été identifiés par Good Planet, Carrefour, font écho à vos propres enjeux? Première question, et j'en aurai une deuxième. Est-ce que vous arrivez à valoriser, parce que c'est quand même un peu aussi le thème de la conférence, valoriser votre démarche RSE? Quel retour sur investissement, quelque part, même si on peut parler comme ça, sachant qu'il peut être à tous les niveaux, le retour pour la coopérative, pour les adhérents, pour la société, enfin voilà, c'est une question large. Par rapport à ce que vous disiez, Monsieur Touchet, nous, ce qui nous a vraiment marqué là, c'était une conviction assez forte de la coopérative de vouloir recréer du lien entre l'agriculteur et le consommateur, mais on l'a concrétisé vraiment là il y a quelques semaines. On était présent au salon de l'agriculture et en fait sur notre stand c'était nos adhérents en fait qui parlaient, qui expliquaient leur métier aux consommateurs et voilà, dans un contexte peut-être aussi de soutien et de solidarité par rapport aux filières. En tout cas, nos éleveurs et nos agriculteurs ils ont été extrêmement surpris en fait, de l'intérêt et de l'envie des consommateurs d'échanger, parce qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, les consommateurs ils délèguent la préparation de leur alimentation à des industries agroalimentaires. Et finalement, le contact et le lien sur qui produit, il n'existe plus. Et ça a créé en effet pas mal de problématiques, d'inquiétudes. Alors on peut y pallier de temps en temps avec de la réassurance sur du sans conservateur, du sans antibiotiques, du sans pesticides. Mais au final, la question de fond, c'est comment on recrée du lien entre le consommateur et l'agriculteur. Et donc nous, c'est vraiment le projet qu'on a envie de mettre en place au sein de Terrena, à travers donc la mise en place de filières nouvelle agriculture. Mais c'est vrai que pour ça, ça nécessite aussi de changer un petit peu les pratiques pour que les éleveurs en fait, et les agriculteurs aient envie et se sentent fiers de leur métier. Et finalement, changer par exemple le mode d'alimentation, l'itinéraire technique pour faire des produits avec une meilleure qualité nutritionnelle, ça leur donne plus envie d'en parler. Retravailler, réaugmenter un peu la maîtrise pour avoir à faire moins de traitements antibiotiques, travailler un peu autrement les densités en élevage, etc. En fait, tout ça, c'est un travail et de l'innovation sur les itinéraires techniques qui leur permettent en fait, de se sentir aussi plus légitimes pour avoir envie de parler aux consommateurs et pour mettre en avant leur métier et leurs produits. Nous, on sent vraiment ce besoin fort de recréer du lien et c'est ce qu'on veut essayer d'apporter. Et c'est vrai que nous, on représente une quantité importante d'éleveurs et d'agriculteurs, donc on est en capacité de les mettre en lien avec le consommateur. Et puis sur la partie création de valeur économique, je vous le disais, nous, ces filières, elles reposent sur la mise en place d'innovation au sein des élevages. Et donc pour motiver aussi ce changement, en fait, il y a une plus-value en fait, qui est réalisée, qui est proposée aux éleveurs. Donc nous, la création de valeur, elle passe par là, puisque l'intérêt et la finalité de la coopérative, je vous le disais, c'est d'aider les éleveurs à mieux valoriser leur production. Donc c'est d'autant plus important en ce moment. Donc la création de valeur économique, elle est là aussi, c'est d'apporter une différence qui permet une plus-value à l'éleveur et qui derrière en fait permet aussi au consommateur d'avoir un produit avec lequel il se sent plus en confiance, plus rassuré et qui ne lui coûte pas non plus beaucoup plus cher, puisque nous l'objectif c'est d'aller sur en gros une gamme de produits un peu intermédiaire entre le conventionnel et le bio et qui en gros est à peu près 10% plus cher qu'un produit conventionnel. C'est un peu ça l'idée et donc c'est l'amorce et puis derrière on va mettre en place tout un schéma d'innovation et de plan de progrès au niveau des élevages. Donc voilà un des éléments sur la création de valeur économique pour nos adhérents. Sur la partie sociétale, je pense que tout ce qu'on fait pour améliorer le bien-être animal, par exemple, c'est quelque chose d'important. On a travaillé avec une ONG, donc CIWF, qui nous a aidés en fait, à vraiment travailler sur des grilles d'audit en élevage pour intégrer à la fois l'approche technique, élevage, et puis l'approche consommateur. Et donc on a mis en place tout un outil de diagnostic qu'on déploie dans nos élevages, qu'on teste. Et l'idée en fait c'est d'avoir des indicateurs de mesure fiables, robustes, valides scientifiquement et puis aussi
acceptable par la société. Et l'idée, donc, c'est qu'on rentre dans ces mécaniques aussi d'amélioration du bien-être animal. Et puis, je vais vous donner juste un autre exemple aussi de valeur ajoutée sociétale. C'est vrai que souvent, l'agriculture, elle est présentée comme le problème. Et nous, notre conviction, c'est qu'on fait partie de la solution. Et pour rentrer dans cette mécanique-là et dans cette dynamique-là, en fait, ce qu'on a essayé de mettre en œuvre et de mesurer, c'est comment nos agriculteurs, à travers de nouvelles pratiques mises en place dans leurs élevages ou dans leurs exploitations, permettaient de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça va être un changement de programme alimentaire, ça va être le fait de planter des haies, par exemple, pour mieux capter le carbone, ça va être de la réintroduction de légumineuses dans les assolements, etc. Et donc en fait, on a mis en place ce type d'outils et de nouvelles pratiques dans les élevages. Et donc on a travaillé avec l'ADEME et avec l'INRA pour faire valider en fait les mesures d'économie de carbone. Et en fait, on a mobilisé aujourd'hui, après 2 ans du dispositif, qui s'appelle Agri CO2, on a mobilisé 2800 agriculteurs qui ont mis en place en fait ces actions dans leurs exploitations. Et aujourd'hui, on a un bilan à fin 2015 où Résultat, on a oui, alors 18 000 tonnes de CO2 qui ont été évitées par la mise en place de ces actions. Et voilà, et c'est en marche et ça continue. Et c'est vrai que pour les éleveurs, c'est une manière de dire je ne fais pas partie que du problème, je fais aussi partie de la solution et voilà ma contribution. Et eux, de manière individuelle, en fait, on leur met à disposition un compteur individuel. Nous, on parle des 18 000, c'est la somme des 2800 exploitations. Mais eux, ils ont leur compteur individuel et ils matérialisent comment ils contribuent aussi en fait, à améliorer l'impact sur le changement climatique. Donc si je résume, pour que la démarche RSE fonctionne, il ne faut pas que ça soit imposé par la COP, mais plutôt co-construit avec les adhérents. Tout à fait, ouais. Peut-être même question pour Aqualand. Comment vous communiquez et valorisez votre démarche RSE? Parce qu'on a vu un peu, vous avez donné des exemples partiels, mais forcément, vu le temps de ce que vous faisiez. Mais comment vous arrivez à communiquer? Est-ce que c'est l'étiquetage, des rapports, enfin voilà, question large. Oui, on essaye d'utiliser les moyens à notre niveau. Donc, en effet, une communication sur les produits. On essaye de mettre en valeur ce qui est possible de faire, c'est-à-dire sur la thématique RSE aujourd'hui, il n'y a pas d'étiquetage, donc on peut donner libre cours à notre imagination, ce qui donne parfois lieu à d'autres débats, mais bon. Donc nous sommes pour notre part évalués à FAC 26 000 depuis plusieurs années au sein du groupe. C'est en quelque sorte notre emblème RSE, on pourrait dire, notre légitimité également à parler du sujet. Malheureusement, ce n'est pas aujourd'hui... Le consommateur à FAC 26 000... alors, il ne comprend pas, il ne sait pas ce que c'est. Il faut lui traduire, nous-mêmes, déjà, on a parfois un peu de mal, même si vous avez traduit tout ça en langage plus compréhensible. Bon, bref, c'est compliqué. Donc on essaye de trouver des choses plus simples, en effet, qui parlent. On utilise également, bien sûr, les sites internet où on va mettre les vidéos de notre savoir-faire, de tout ce qu'on fait, en toute transparence. En termes d'explication, c'est vrai que c'est compliqué. L'élevage, l'alimentation, tout ça, ça fait peur et c'est parfois compliqué. Donc il y a un gros enjeu. Donc on essaye, nous, à notre niveau, de communiquer par les différents supports moyens. La grande distribution nous accompagne également dans ce message-là, puisqu'ils vont toucher les consommateurs. Moi j'ai en souvenir le partenariat avec Carrefour il y a quelques années où vous aviez fait une campagne suite également au trophée que vous nous aviez remis, donc ça permet d'avoir des retombées, etc. Donc voilà, c'est un ensemble de choses. Mais il y a un gros besoin de communication et seules les entreprises, grandes ou petites, n'y arrivent pas. Donc je pense que c'est là où vous avez un rôle important, fondation, ONG, à communiquer et où on a besoin d'un relais fort de la distribution. Et c'est une chaîne de communication dont on a besoin pour continuer à éduquer, à faire mieux connaître ce que c'est que les produits, ce que nos produits, où est-ce qu'ils sont faits, etc., etc. Vous avez un rapport, je crois aussi, développement durable, vous avez Oui, publié. Est-ce que c'est sûr. plutôt un outil interne ou est-ce que c'est... On dit souvent que les rapports RSE sont pas lus ou trop peu lus en externe. Alors nous, il a été diffusé à 500 exemplaires auprès, je dirais, de nos parties prenantes proches
Et après, il est accessible, téléchargeable sur notre site internet. D'accord. Je redonne la parole à Bertrand Zwiderski, Carrefour. Quel regard vous portez sur ces actions des coopératives? À la question, est-ce qu'on peut, le client est-il prêt à valoriser ou à accepter une valorisation de ses engagements RSE? Comment on lui communique? Voilà, est-ce que... Donc, une première partie de notre métier, c'est d'expliquer au client, de lui expliquer un peu ce que l'on fait, quel est l'atout du produit. Je donne l'exemple du poulet nourri sans antibiotiques. Donc, il y a 2 ans, on lance un poulet nourri sans antibiotiques avec les fermiers d'Auvergne. Donc l'innovation vient bien d'eux. Ils nous proposent un poulet qui est nourri avec des huiles essentielles, qui va donc pas utiliser du tout d'antibiotiques pendant toute sa croissance. Et nous, on explique aux clients en écrivant bien nourri sans antibiotiques. On en prévoit 3000 à la vente par semaine. Aujourd'hui, on en vend 17 000. Quel est le succès? Le succès, c'est que le client a compris, je pense que le client a compris puisque lui, il est revenu en acheter. Notre fournisseur, son innovation a réussi à la valoriser, a réussi à venir jusqu'au client. Et en fin de compte, et nous, on est ce pont entre le client et l'innovation qui vient bien des coopératives et de nos fournisseurs. Je pense que ça, c'est le cœur de notre métier. Et c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça d'arriver à ce que le client perçoive bien ce que nous, on ait voulu faire. Ça, je pense que c'est notre premier métier, et c'est un métier sur lequel il faut beaucoup d'humilité, parce qu'on essaie pas mal de choses, mais il y a des échecs et il y a des succès, donc comme ce poulet sans antibiotiques. Et la deuxième part de notre travail, c'est la relation qu'on entretient avec les coopératives, avec vos innovations. Je pense que vous l'avez évoqué, vous avez dit qu'il faut prendre des risques. Enfin, oui, la RSE, c'est pas rester comme on a fait il y a 10 ans. La RSE, c'est une vraie transformation du monde agricole. C'est un monde agricole qui va être favorable à la biodiversité. Oui, il y a une transformation. Et oui, dans une transformation, il faut prendre des risques. Et quand on prend des risques, il vaut mieux être tous ensemble. Et donc, je pense que c'est un peu l'idée que nous, on a derrière ce qu'on appelle les filières qualité Carrefour. Donc, je sais que Eterena et Aqualand sont des fournisseurs de ces produits-là. C'est une gamme de produits. Il y a 436 filières qui sont commercialisées chez Carrefour, qui s'appelle filière qualité Carrefour. Et là, c'est une relation durable. Alors, je ne sais pas, Aqualand, ça fait combien de temps qu'on est partenaire sur les filières avec la truite? Plus de 30 ans, voilà. Bon, là, donc, oui, bon, là, c'est vraiment très ancien. J'avoue, bon, très bien. Donc, l'idée, c'est comment on fait pour que vous preniez des risques. Et c'est pour ça que quand on se rencontre, à la limite, des discussions, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à faire sur l'agroécologie, sur les truites. Et que nous, on est prêt à expliquer aux clients. Et ça, il faut avoir un engagement collaboratif, il faut qu'on ait un partenariat, et c'est ce partenariat qui fasse qu'on arrive à aller jusqu'au client. Je prends le même exemple chez Terrena, je pense qu'on a fait le lapin avec vous, un lapin nourri sans antibiotiques. C'est très important. C'est très important que nous, on arrive à extraire l'innovation et à l'expliquer. Puis je reviens, mon troisième point, c'est que, et là je parle du métier de la RSE, je ne parle pas du métier du distributeur. C'est que vous voyez un poulet sans antibiotiques, un brocoli sans herbicides, une pomme de terre sans traitement après récolte, tout ça c'est bien. Mais si ça reste un épiphénomène, ce n'est pas de la RSE. La RSE, ça doit devenir un standard. Vous voyez, on a lancé le poulet sans antibiotiques, est arrivé ensuite le porc sans antibiotiques, le lapin sans antibiotiques, et en fait on construit tout doucement un standard de la production animale. Alors ça va être long, le chemin, il faut beaucoup d'humilité, le chemin est très très long. Mais ça, c'est une réussite, je dirais, du métier de la RSE, du métier de coopératif, en fait. De faire qu'une innovation rentre dans un standard du marché et qu'elle soit en même temps un atout pour la société. Ça, je pense que la plus belle des réussites en matière de RSE, c'est pas juste l'innovation, c'est quand elle se standardise et qu'elle devient un standard du marché. Et question peut-être qui concerne les coopératives, est-ce que il y a un message qui est sur fond de RSE, mais est-ce qu'il y a un message, une différenciation possible de l'offre alimentaire coopérative? Est-ce que le fait d'être en coopérative, maîtriser la filière, pour vous, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez capitaliser, ou est-ce que finalement ça reste des engagements de fournisseurs parmi d'autres? Non, c'est vrai que les coopératives, et c'est la raison pour laquelle on est là, c'est vrai que vous animez ce débat, vous vulgarisez le mot RSE, vous expliquez, vous avez un travail en interne, que ce soit vous, Coop de France, que ce soit les coopératives en interne. Donc on arrive à... La RSE, c'est aussi un dialogue commun. Vous voyez, peut-être qu'ici, tout le monde n'est pas habitué à ce langage de la RSE, donc vous entendez qu'on l'a déjà dit 30 ou 40 fois. Mais c'est vrai que quand on se rencontre ensemble, on a le même vocabulaire. Et ça aide beaucoup.
d'avoir un même vocabulaire. Moi, je parle d'agroécologie, par exemple, à vous. Vous connaissez les 10 thèmes de l'agroécologie, vous savez ce que c'est, vous revoyez les cases et vous voyez ce que vos adhérents peuvent proposer. Donc en fait, je pense que là, le gros atout pour Carrefour, et à travers nos filières qualité Carrefour, c'est d'avoir un interlocuteur avec un même langage et capable de faire germer des innovations peut-être beaucoup plus rapidement que les autres. Très bien. Thierry Touchet, quel regard vous portez aussi de votre côté sur ces actions? Est-ce que pour vous, la RSE est créatrice de valeur? Comment? Quel regard sur le monde coopératif en général, peut-être, par rapport à la RSE? La réponse est oui, la RSE apporte de la valeur. Je crois on est ici dans MDD Expo. Je voulais juste faire une petite remarque, vue du côté du consommateur. Lorsqu'un consommateur achète une marque de distributeur, il ne connaît pas qui est le producteur. Et donc, il y a un lien plus envers le produit qu'il lie au distributeur en marque. Et donc, et l'autre chose, si on parle de coopérative, et bon, c'est un monde que personnellement je découvre depuis peu, je l'avoue, et les coopératives, j'ai été très surpris en quelque sorte de revoir, par exemple avec vos brochures, la multitude de marques qui sont les noms connus des consommateurs par rapport à l'existence ou à l'entité de la coopérative. Donc peu de gens dans la consommation connaissent Terrena, Coop de France peut-être un peu plus, c'est un nom qui, je ne sais pas, mais je pense les pas gens plus, connaissent les marques. Et donc peut-être la coopération agricole avec oui, la communication, mais donc pas il y a là à nouveau, en me mettant à la place du consommateur, et ce que l'on a vu dans les enquêtes que nous avons fait auprès des consommateurs sur l'alimentation responsable, disons-le comme ça, eh bien, il y a une attente à nouveau de savoir d'où vient le produit. Et quand on fait des campagnes avec notre partenaire en grande distribution, la première année, on a fait une campagne sur les MDD. Et donc, nous, en tant que fondation, nous ne sommes pas une agence de communication. On fait une campagne, c'est pour l'information du consommateur et la sensibilisation du consommateur, et bien sûr aussi du distributeur et du producteur. Et donc, nous, on informe, on a mis en valeur certains labels, comme je sais pas moi, un label bio, un label rouge, ou un label éthique, ou un label Max Havelaar, par exemple. Et lorsque ces labels sont mis en valeur et que les produits ensuite sont mis en valeur dans le catalogue qui est distribué à millions d'exemplaires aux consommateurs, eh bien, on voit que sur le temps de la campagne, il y a une nette augmentation des ventes de ces produits, sans pour autant qu'il y ait d'aspect prix, parce que lorsque nous faisons ce genre d'action, en tant que fondation, nous refusons qu'il y ait une remise de prix. C'est parce que là, ça biaise l'affaire. Et donc, on voit que lorsque le consommateur est sensibilisé, et pour revenir à la RSE, finalement, ça, c'est toute la chaîne, parce que pour pouvoir faire cette sensibilisation, il faut que ça soit... que ce ne soit pas du greenwashing, enfin, ou du window dressing. Il faut que ce soit vraiment toute une démarche depuis l'amont jusqu'à la barquette ou au produit qui est devant vous à l'étal. Eh bien, il faut qu'il y ait cette création du lien de confiance entre le produit et le consommateur. Et ce lien de confiance ne peut pas se faire s'il n'y a pas une démarche solide en amont derrière. Parce qu'aujourd'hui, on voit aussi, et on l'a encore vu récemment avec certaines vidéos sur des abattages ou des abattoirs tout à fait discutables en France, même si c'est des abattoirs qui travaillaient en bio, eh bien, il y a une certaine perte du lien ou de la connaissance du consommateur entre ce qu'il achète et la façon dont ça a été produit. Surtout dans les milieux urbains. J'habite aussi en ruralité, donc je vois les deux, mais en milieu urbain, il y a beaucoup d'enfants, et c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup d'actions pédagogiques envers les écoles, beaucoup d'enfants qui n'ont aucune idée de comment, qu'est-ce que c'est qu'un morceau de viande, quel est tout le processus pour arriver à un morceau de viande, ou même, enfin on fait toujours la blague de la brique de lait qui pousse dans les arbres, mais enfin ça c'est extrême, comme c'est caricatural, mais quand on a une brique de quelque chose, un jus de fruits, ça, d'où ça vient, comment c'est fait, ils n'ont aucune idée. Et donc il y a cette perte de connaissances qui revient aussi, je crois, c'est important dans le domaine du sociétal, de la RSE, d'avoir
quelle est l'implication de l'achat du consommateur sur tout l'ensemble de la filière et comment ça crée de la valeur et ça permet à cette filière de vivre localement si possible. Et puis après, on peut parler de la mondialisation qui est un autre aspect de la chose. Donc pour nous, la RSE crée de la valeur parce qu'elle permet de recréer ce lien de confiance entre le consommateur, le produit qu'il achète et les producteurs qui l'ont fait. Et c'est ce à quoi on essaye de contribuer à notre façon. Merci. Il restera encore quelques minutes. Je vous propose de peut-être réfléchir à une ou deux questions à poser à nos intervenants. Oui. Alors, je me déplace avec le micro. Il faut que quelqu'un se lance, alors je démarre. Ma question est pour vous, Aqualand. Vous disiez tout à l'heure qu'il était quasiment impossible, voire totalement impossible, de créer aujourd'hui de nouveaux élevages aquacoles. J'ai envie de vous demander pourquoi. Pourquoi? Et est-ce que justement, à ce pourquoi, je connais déjà presque la réponse, il n'y aurait pas une démarche intelligente et collective, coopératrice à faire pour éviter cette négation totale de l'élevage aquacole? Merci de votre question. Je m'attendais bien à faire débat. Alors, pourquoi pas de création, en effet, pour des contraintes, j'allais dire, administratives, environnementales, bien sûr. On touche au milieu de l'eau. L'eau est un bien commun et toute activité sur l'eau est réglementée. Et l'élevage entraîne forcément un impact sur l'eau. Donc aujourd'hui, les contraintes de création sont bien trop fortes pour pouvoir lever cette barrière. Bon. Donc ça, c'est un constat. Par rapport à ça, il y a une demande qui existe au niveau de nos consommateurs de consommer de la protéine animale, à moins que tout le monde devienne végétarien, mais ça, c'est encore un autre débat. Donc, à partir du moment où on veut bien consommer des protéines, on peut se tourner, il y a différents types. Bon, et puis après, il y a les poissons. Et les poissons, vous avez la possibilité d'avoir un élevage à proximité de chez vous, en France, connu, reconnu pour son savoir-faire et pour ses qualités, sa traçabilité, etc. Donc, pour ce faire, comment pouvoir lever ces barrières? Donc, c'est ce qu'on essaye de faire maintenant depuis quelques années en développant un nouveau projet qui va intégrer de nouvelles règles environnementales pour pouvoir continuer à élever des poissons, limiter bien sûr tous les impacts sur l'eau, les rejets. Et donc c'est ce qu'on se propose de faire, Coopérative Aqualand, d'autres également, sur des technologies nouvelles avec un traitement de l'eau. Alors c'est ce qu'on appelle projet pilote pour nous aujourd'hui. On en est au stade du pilote d'une pisciculture en circuit fermé. Donc on va utiliser 10% de l'eau par rapport à ce qu'on utilise sur une rivière actuellement. Et tous nos rejets seront traités et valorisés vers d'autres ressources possibles. Voilà, donc à la fois la réponse à la question et la solution, on essaye de l'envisager bien sûr, parce qu'on ne peut pas continuer à stagner et on est obligé, on a envie de répondre aussi à la demande des consommateurs qui est de manger un produit fabriqué en France, à côté de chez vous. Voilà, donc je vous invite également à venir nous voir ou à aller sur notre site en tout cas, et vous verrez, vous découvrirez les élevages, parce que l'objectif, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de communiquer, de pouvoir en parler, lever les tabous. En effet, une vidéo négative comme celle qui circule tous les jours, elles vont avoir un impact fort. Tout de suite, ça va se répandre et faire la une des journaux. Mais les impacts positifs, souvent, on a beaucoup plus de mal à les propager. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire aussi. Donc, j'essaye de le faire modestement aujourd'hui auprès de vous. Et donc, je vous invite à venir visiter au moins notre site ou nos élevages si vous passez dans le sud-ouest.
et on essayera de tenter de répondre encore plus en détail à vos questions. Merci, je rebondis sur la question de la communication. On essaie de faire un travail qui est en cours au niveau de COP de France parce que ça demande de mobiliser beaucoup d'énergie pour justement, par le biais d'un site internet rseagro.com, mettre en valeur les outils et les pratiques développées par les coopératives. Donc il y aura, pour y aller, une rubrique sur les sites, sur les rapports de RSE publiés par les coopératives, une rubrique sur les bonnes pratiques. Voilà, c'est quelque chose qui est un peu en construction, je dirais, mais qu'on va essayer d'alimenter progressivement. Parce que je pense que c'est important, soit directement auprès des entreprises, soit par un portail, de pouvoir communiquer là-dessus. Nous arrivons au terme de la conférence. Est-ce qu'il y a encore, je peux prendre une ou deux questions, peut-être, pour terminer dans les temps. Est-ce que... Oui. Oui. Oui, bonjour. Une question sur l'élevage, cette fois-ci des animaux terrestres. Vous avez parlé des animaux élevés sans antibiotiques. Est-ce que ces éleveurs arrivent à avoir des prix plus rémunérateurs? Est-ce que c'est une solution à la crise de l'élevage actuelle? Qui veut répondre? C'est les deux coopératives peuvent. Alors nous, chez Terrena, en fait, ce type de démarche sans antibiotiques, ça correspond à des filières vraiment spécifiques, avec des cahiers des charges spécifiques sur lesquels la coopérative, on met une plus-value plus importante pour l'éleveur. Donc je donne un exemple sur le porc, en fait, il y a une plus-value de 10%. Alors il n'y a pas que l'élevage sans antibiotiques, c'est aussi un changement sur l'alimentation, sur l'itinéraire technique. Donc c'est plus global que juste le sans antibiotiques. Le sans antibiotiques, c'est un marqueur du fait que l'éleveur arrive à mieux travailler. Donc c'est ça qu'on arrive à rémunérer. Après, dans le contexte de crise actuelle, on ne peut pas dire que ce soit une solution. Quand on rapporte ces 10 centimes au prix du kilo, ce n'est pas une solution à la crise. Ça amortit un peu les choses, mais la crise, elle est plus profonde que ça. Faire un produit innovant, faire un produit nourri sans antibiotiques, oui, bien sûr, c'est une façon de mieux valoriser son produit, c'est incontestable. Donc là, l'exemple chez Terrena, il est très clair. Alors après, il ne faut pas faire de raccourci de solution à la crise. Le problème de la crise agricole est très structurel. Donc la solution qui doit être apportée, elle doit être aussi très structurelle. Elle n'est pas une innovation dans le produit, etc. Par contre, ce que je peux vous dire, et on a vu pas mal de reportages de producteurs qui ont justement géré un peu différemment, qui ont essayé de créer de la valeur ajoutée et qui, eux, par cette valeur ajoutée-là, arrivent à s'en sortir mieux que les autres. Donc oui, je vous confirme que si on apporte une valeur ajoutée, et notamment agroécologique à un produit, déjà ça répond à une demande du client et ça permet de mieux valoriser le produit, oui. Et juste pour compléter, la stratégie de différenciation, c'est la seule voie de sortie aujourd'hui. Nous, on considère pour nos élevages. Donc le sans antibiotiques, c'est un des éléments, mais tout le travail qu'on fait en termes d'innovation, c'est pour amener justement une différenciation produit qualitative, gustative. Et je vous le disais, nous, notre positionnement, c'est de se dire comment on crée un intermédiaire entre le conventionnel et le bio, puisque le bio, tout le monde ne peut pas y accéder. Donc c'est comment on élargit la cible des consommateurs, on rend le produit plus accessible en ayant sur des démarches beaucoup plus qualitatives, en intégrant l'ensemble des attentes. Antibiotiques, c'est un des éléments, mais le bien-être animal, la qualité nutritionnelle, il y en a bien d'autres. Oui, puis comme on disait au début, démarche RSE, démarche de progrès. Les 100, on peut tendre vers, mais c'est aussi pas à la portée de toutes les productions et tous les éleveurs. Donc je pense que ce qui est important, c'est de valoriser l'engagement vers une réduction avec des gradients multiples en fonction du contexte. Merci. Écoutez, on arrive au terme de la conférence. Je pense que merci beaucoup aux intervenants. Je pense qu'on peut les applaudir. Et merci à tous pour votre participation.